Célébrez l'Afrique qui gagne avec la gamme 100% fruitée sélection de Presea en suivant ce programme. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à un objet incontournable dans nos déplacements au quotidien, un objet destiné à habiller le pied. Je veux bien sûr parler des chaussures. Il y a de fortes chances que celles que vous portez viennent d'Asie. Entre 25 et 30 milliards de paires de chaussures sont produites chaque année dans le monde. Plus de 8 paires sur 10 sont produites en Asie. Près de 3% seulement sont produites en Afrique. Mais vous allez le voir, il existe également des fabricants de chaussures made in Côte d'Ivoire. Au sommaire ce soir, enquête sur le business des chaussures en Côte d'Ivoire, un marché que se partagent les grands distributeurs de marques importées face aux acteurs de l'informel. Mais vous allez le voir, certains acteurs locaux tentent de se professionnaliser avec des modèles haut de gamme fabriqués dans le pays et vendus dans des boutiques UP. Puis nous vous présenterons un entrepreneur, Jean Awa, autodidacte. Il fabrique des chaussures, mais pas seulement. Sacs, ceintures, agendas et autres produits de maroquinerie sortent chaque jour de son atelier où travaillent des dizaines d'employés. Il est parvenu à séduire de nombreux clients grâce à sa touche Made in Africa. Quels critères prenez-vous en compte au moment d'acheter vos chaussures? Le prix, la qualité, l'origine du pays de fabrication? Une chose est sûre, une grande majorité d'Ivoiriens optent pour des chaussures importées. Des chaussures qui aujourd'hui inondent le marché faute de fabricants locaux importants. Pourtant, une offre locale existe et pas seulement dans l'informel. Des entrepreneurs audacieux se lancent dans ce business malgré de nombreux défis. Le business des chaussures, en reportage de Yao Sansan, Ghislaine Donsa et Oscar Noël Sangan. Ce jour-là, dans le quartier d'Abata, c'est journée shopping pour cette dame. Bonsoir, mesdames. Ce magasin propose des chaussures en tout genre. Escarpins, baskets, souliers, vendus à partir de 10 000 francs CFA. Celle-là, elle est très belle. D'où proviennent vos chaussures? Nos chaussures proviennent de l'Europe et puis de l'Asie. Ah, d'accord. Et ça dure? Oui. Cette cliente apprécie particulièrement les chaussures importées. En tout Vous cas, l'essayez? oui, je vais l'essayer pour vous. Okay. C'est important de savoir d'où ça vient parce que j'aime consommer d'abord tout ce qui est étranger. Et en plus de cela, tout ce qui vient de l'étranger, pour ma conception, je pense que c'est durable. Ah, elle vous va super bien, madame. Oui, elle est très belle. J'aime ça. Je vais la prendre aussi. Comme cette cliente, nombreux sont les Ivoiriens friands de chaussures importées. Pour le plus grand bonheur de la gérante de ce magasin, elle vend pas moins de 800 paires par mois. On vend uniquement les chaussures importées parce que sur le marché local, l'offre n'est pas assez importante. Pour remplir un magasin tel que le magasin il est rempli en ce moment, on ne peut pas le faire ici en fait. Merci pour l'accueil. En Côte d'Ivoire, sur le marché des chaussures, ce sont les chaussures importées qui dominent. C'est le cas également sur tout le continent. Entre 25 et 30 milliards de paires de chaussures sont produites chaque année dans le monde. Plus de 8 paires sur 10 sont produites en Asie. Près de 3% sont produites en Afrique. Cette production est en majorité assurée par l'industrie plastique, avec des chaussures bon marché, comme les fameuses Léké. Le reste est le fruit du travail d'entrepreneurs presque inconnus, noyés sous le flot des marques étrangères. En Côte d'Ivoire, ils travaillent majoritairement dans l'informel, dispersés dans de petits ateliers. Certains, parmi eux, ont fait le pari de se professionnaliser avec l'ouverture de boutiques UP. Spécialisés dans les chaussures hommes à base de cuir, ils doivent relever de nombreux défis pour sortir de l'ombre. Matières premières importées, main-d'œuvre non qualifiée et surtout manque de financement pour industrialiser leur production. Attachez vos lacets pour une immersion dans le business des chaussures, un secteur en quête de notoriété. Quartier d'Abata. Ce monsieur à bord de ce 4x4 était il y a quelques années un simple cordonnier, comme on en voit beaucoup à Abidjan.
Aujourd'hui, il produit des chaussures griffées à son nom, Wens Cocoa. S'il a réussi, il a dû surmonter de nombreux stéréotypes liés à son métier et trouver l'inspiration lors de voyages à l'étranger. Dans mes débuts, j'ai eu même des parents qui m'ont dit « Mais tiens, tu as cherché le métier, c'est le métier de cordonnerie, qu'est-ce que la cordonnerie peut donner à son homme ?» Avec le temps, j'ai effectué certains voyages et je me souviens bien, j'étais au Maroc. Et il y a un Marocain qui m'a dit « Tu vois ici chez nous au Maroc, en dehors du roi, tous les autres immeubles que tu vois, ce sont les cordonniers comme toi qui ont fait ces immeubles-là. Donc vraiment, il faut t'y donner. » Depuis 4 ans, ce fabricant de chaussures s'est constitué en entreprise et emploie une dizaine de personnes. Il fait partie des rares fabricants de chaussures en Côte d'Ivoire à avoir fait le choix de sortir de l'informel. Ce que je fais, il y a vraiment plusieurs sociétés qui m'ont contacté pour des commandes pour les sociétés. Mais pour cela, il y a des documents qu'on nous demande. Donc, obligatoirement, cela s'impose à nous de passer au formel pour pouvoir satisfaire la clientèle. Un directeur général, toujours en tenue de bottier, une fois dans ses ateliers. Ici, tout commence par la découpe de la forme des chaussures sur carton, étape préalable à la découpe de la principale matière première, le cuir. Ce que tu débordes là, est-ce que les mesures là sont justes? Fabriqué à base de peau d'animal, il est importé, comme toutes les autres composantes des chaussures, aux grandes dames de Wens Cocoa. On a les bœufs ici, on a tout ce qu'il faut, mais la transformation n'y est pas. Donc, c'est évacué, transformé là-bas, avant de nous revenir. Quand c'est comme ça, ça devient cher. C'est très handicapant d'importer. C'est fait que souvent, nous avons des commandes où il n'y a pas les matières sur le marché ici. Bon, il y a des clients qui peuvent patienter. Certains, eux, ils se plaignent carrément et ça te fait perdre souvent des clients. La contrainte d'importation du cuir réduit donc la capacité de production de Wens. À peine 5 chaussures fabriquées par jour, majoritairement à la main. Pour produire plus, il a investi 75 millions de francs CFA par le biais d'un prêt bancaire pour l'achat de machines comme celle-ci, chargée de faire briller les chaussures. Sans elles, il faudrait cirer à la main pendant des heures. Certaines machines plus lourdes n'ont pas encore été utilisées. Ça, c'est une machine que je n'ai pas encore commencé à utiliser. Vous voyez les nœuds là. Voilà, c'est pour la production, la grande production, au moins parvenir à produire au moins 30 à 40 chaussures par jour, puisqu'elle prend 36 paires en 5 minutes de chauffage. Voilà. Donc ce sont ces machines-là que je suis en train d'acquérir au fur et à mesure. Wens compte acquérir d'autres équipements pour mécaniser toutes les étapes de fabrication. Objectif, produire 300 paires par jour. S'il réussit ce pari, il deviendrait le premier producteur industriel de chaussures en cuir de Côte d'Ivoire. Pour y arriver, il recherche 1,6 milliard de francs CFA. En attendant de trouver cette somme, Wens étend sa visibilité avec l'ouverture récente d'un nouveau showroom. Tous les fruits de son savoir-faire sont exposés dans ce décor feutré. Des modèles connus et d'autres sortis tout droit de son imagination. Ce modèle-là, par exemple, qui n'existe pas, c'est nous qui l'avons créé. On trouve même des chaussures en peau d'anaconda. Puisqu'il ne produit pas de façon industrielle, les chaussures exposées ici existent seulement en modèle unique. Si un client désire un modèle, il doit en faire la commande. Les prix varient entre 130 000 et 700 000 francs CFA. Pour ce client habitué aux marques étrangères, trouver du Made in Côte d'Ivoire à de tels tarifs, c'est du pain béni. J'ai porté les chaussures d'ailleurs, mais j'ai été frappé, vraiment très étonné de savoir que ces mêmes chaussures sont produites non seulement chez nous en Côte d'Ivoire par un frère ivoirien, et non seulement ces chaussures sont bien faites et à moins de coût. C'est-à-dire que ce que j'achète à l'étranger à 500 000 francs, je l'achète chez lui à plus de 100 000. À ce jour, l'entrepreneur écoule une centaine de chaussures par mois. Il espère, grâce à cette boutique, booster ses ventes et même étendre son empreinte. Je suis à l'aise, tu vois. Je me vois d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, avec des boutiques un peu partout. Surtout dans d'abord les grandes villes de Côte d'Ivoire, puis ensuite c'est de l'extérieur. Voilà, un peu partout à l'échelle internationale.
puisque les autres marques aussi, c'est comme ça qu'ils se sont développés. 750 000. Des professionnels comme Wentz, il en existe très peu en Côte d'Ivoire. À peine une dizaine contre des centaines qui prospèrent dans l'informel. Gonzagueville. C'est dans ce petit atelier que Léonce fabrique ses chaussures avec son équipe. S'il semble si habile à la tâche, rien ne le prédestinait à ce métier. Diplômé d'un BTS en marketing, il s'est reconverti en bottier, faute d'emploi. Il lui a fallu seulement 40 000 francs CFA pour se lancer. L'essentiel de son travail est manuel. C'est clair que l'idéal pour nous serait d'avoir des machines, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, dans la cordonnerie, chaque étape, il y a des machines. Même pour faire ça, par exemple, il y a une machine pour cirer. Donc le temps qu'on va prendre pour cirer à la main, à la machine, c'est peut-être 5 fois moins de temps. Léonce conçoit des chaussures patinées. Une technique particulière pour créer plusieurs contrastes de couleurs. Point important, une fois achevées, les chaussures ici sont vendues sans marque. D'autres ateliers n'hésitent pas à inscrire des marques étrangères sur leurs chaussures, sous la pression des clients. Il y a eu des clients qui sont venus ici, qui nous ont demandé de faire des mocassins et de marquer des GM, des Weston, etc. Ils nous ont même dit qu'ils peuvent payer pour qu'on fabrique la marque. On leur a dit non, on ne fait pas. Où est-ce qu'on peut vous livrer, s'il vous plaît? Les commandes se font en ligne ou par téléphone. Celle-ci part à la livraison. Son prix, 65 000 francs CFA, le prix le plus bas. Avec les moyens du bord, Léonce parvient à écouler une trentaine de paires par mois. Pour vendre plus, il en appelle au patriotisme des Ivoiriens. À nos frères ivoiriens, à nos sœurs ivoiriennes, soyez fiers de consommer du Made in Côte d'Ivoire. On travaille pour vous, on ne dort pas pour vous. Je pense que si aujourd'hui des marques, de grosses marques, sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont été soutenus par les compatriotes. Si vous nous soutenez, on vous produira un travail de qualité. Autre défi de taille pour les chaussures Made in Côte d'Ivoire, l'absence d'école de formation au métier de la cordonnerie. Pour faire face, certains cherchent des solutions. Commune d'Abobo, nous sommes au siège de l'ONG Help for Africa People. Ici, on forme les enfants défavorisés au métier de la couture, mais aussi à la cordonnerie. On va finir avec ça. On va faire au niveau de la semelle. Bon, ça c'est une semelle gomme qui est différente par rapport aux semelles souliers. Tout ça c'est une semelle gomme. Pour faire la semelle gomme, c'est quelque chose qui est très bien. Il est souple à découper, souple à poncer. Voilà. Le formateur bénévole est un fabricant de chaussures qui n'a pas eu la chance d'être formé. Ces enfants, aujourd'hui, ils ont eu ce que moi, je n'ai pas eu. Parce que quand tu vas apprendre un métier chez un patron, c'est l'enfant qui regarde le patron en train de travailler sans toucher à quelque chose. Dans ça, tu peux rester 1 mois à 2 mois sans toucher quelque chose. La différence ici, c'est qu'arrivé ici, c'est l'enfant qui travaille et maintenant, le maître, lui, regarde l'enfant travailler. À la clé de cette formation d'1 an, un diplôme. Une chance pour ces jeunes, parmi lesquels on trouve des femmes. Ce n'était pas ce métier que j'étais venue pour apprendre, c'était pour autre chose. Mais je suis venue, j'ai vu ce métier, vraiment, j'ai aimé. Moi, je rêve d'avoir mon propre atelier et puis former aussi des gens. Des rêves nés de la volonté des membres de cette ONG en séance de travail. Mais vous le savez, aujourd'hui, on passe à une autre phase de la formation de ces enfants. C'est de les insérer au niveau des maîtres artisans pour qu'ils soient confrontés à la réalité. Vous pouvez faire une enquête aujourd'hui, vous allez constater qu'à chaque carrefour, on peut trouver des artisans qui sont dans le domaine de la couture, de la broderie, de la pâtisserie, tout ce que j'ai pu citer. Mais je vous mets à l'épreuve, allez-y chercher des personnes qui sont spécialisées dans la confection de chaussures. Vous allez trouver certainement des personnes qui raccommodent tout ça, mais des personnes qui savent fabriquer des chaussures, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, pour nous déjà, c'est un avantage en formant ces enfants-là dans un milieu qui n'est pas, je vais dire, saturé. C'est un milieu pourvoyeur d'emploi. Bon. En attendant de voir cette nouvelle génération de bottiers éclore, les grandes marques internationales se chargent d'alimenter le marché. Certaines viennent de poser leurs valises à Abidjan. Centre commercial Place, à Marcory. Chuck, ça va? Vous avez ouvert toutes les caisses? Non, on n'a seulement que 2 caisses ouvertes ce matin. Bienvenue dans ce magasin Gémeaux, une enseigne de l'un des leaders de la distribution de vêtements, d'accessoires et surtout de chaussures, le groupe français Eram.
Si Gémeaux s'est installé à Abidjan en octobre dernier, ce n'est pas par hasard. Vu la croissance démographique, c'est un marché qui est à fort potentiel, dont nous pouvons, avec la diversité de nos produits, répondre à cette demande-là. Ici, on trouve des chaussures pour hommes, femmes, enfants et même pour nouveau-nés. Tout est importé en grande quantité. Pour les Toads, nous sommes à 200 pièces l'année. Et là, nous avons 5 couleurs, ce qui nous donne environ 1000 pièces. Et il n'y a pas d'industrie en Côte d'Ivoire pouvant nous procurer ces 1000 pièces-là. Donc, raison pour laquelle nous importons nos chaussures. Cédric arrive à vendre en moyenne 35 chaussures par jour. Son principal atout, ses prix, de 8 000 à 50 000 francs CFA. Des prix proches de ceux pratiqués par les vendeurs de l'informel, considérés comme les principaux concurrents. C'est ceux qui vendent les chaussures dans les marchés, à tous les carrefours. C'est ceux-là qu'on est venu, comment on dit, gratter un peu cette part de marché avec eux. Voilà. Ce sont eux qui dominent le marché de la chaussure ici à Abidjan. Contre l'informel, Gémeaux joue la carte du service client pour gagner le cœur des consommateurs. Dans les magasins, il y a la garantie. Si tu vas acheter dans un magasin, que ça ne te va pas, tu peux retourner dans le magasin avec le reçu. Ah, la chaussure que j'ai achetée ou le vêtement que j'ai acheté, ça ne me va pas. Donc le propriétaire, il va te faire un échange. Distributeurs de marques importées, fabricants locaux de l'informel et du formel, tous ont le même objectif, faire en sorte que vous trouviez chaussures à vos pieds. Pressia a sélectionné pour vous les meilleurs fruits pour faire son jus 100% fruits, sans sucre ajouté, vous apporte une énergie 100% naturelle pour toute la famille. Pressia, vivez 100% fruité. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Angelo Beauté, fondateur de la maison Angelo Beauté, Nina Cole, fondatrice de l'atelier Blayo et Jean Awa, directeur de Gona Maroquinerie, président de l'Union nationale des cordonniers, maroquiniers, bottiers et tanneurs de Côte d'Ivoire. Madame, messieurs, bonsoir. Alors après ce reportage inspirant, j'ai une première question à vous poser. D'où viennent les chaussures que vous avez à vos pieds ce soir? Alors, je vais d'abord répondre à la question. Moi, j'espère que la caméra pourra me suivre. Moi, je suis chaussé ce soir en Made in Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça, c'est fait ici même, sur place, en Côte d'Ivoire. Voilà, alors la question vous est posée, d'où viennent les chaussures que vous portez? Oui, allez-y, Jean Awa. Eh bien, la chaussure que je porte aussi est faite en Côte d'Ivoire par un artisan ivoirien. Oui. Voilà. Seulement que les éléments sont importés, oui, tels que les semelles. Le dessus de cuir aussi est aussi importé, mais la fabrication est locale, faite par un artisan. Alors, c'est fantastique. J'ai envie de poser ensuite la question à Angelo. D'où vient la paire de chaussures que vous avez à vos pieds? Est-ce que c'est du Angelo Beauté? Alors, celle que j'ai portée, je l'ai depuis 3 ans. Oui. Voilà, elle est sortie de nos ateliers, la maison Angelo Beauté. Elle s'appelle la Ant Boat. Voilà, elle est adaptée pour la ville, tout comme pour les saisons pluvieuses, tout comme pour les travaux champêtres. Donc voilà, c'est une pépite de chez nous. Ah, on a compris. Alors, et vous qui vivez entre Abidjan et Paris, alors votre chaussure, elle est made in France, malheureusement. Ah oui, non mais... Alors c'est normal, quand vous voyagez entre deux pays, c'est normal que vous ayez des chaussures d'un pays ou de l'autre. Alors, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. On l'a vu quand même, entre 25 et 30 milliards de paires de chaussures sont produites chaque année dans le monde et plus de 8 paires sur 10 sont produites en Asie. Angelo Beauté, comment est-ce qu'on explique cette incroyable domination asiatique? Quand on dit Asie, je ne pense pas qu'on parle du petit Asiatique qui est derrière sa porte. On parle des industriels asiatiques. Ouais. Les Asiatiques ont estimé qu'il fallait pour eux chausser l'humanité. Elles se sont donné un challenge.
Ouais. Ils y sont parvenus. Question d'industrialisation. Alors vous aussi, vous avez une unité. C'est ça. Nina, alors comment est-ce qu'on comprend aujourd'hui que l'Asie domine complètement le marché? C'est ça, pas d'investissement? Justement, pas d'investissement, pas de volonté politique au niveau de la volonté politique, c'est important. Oui, c'est important. Parce que c'est la volonté politique qui va permettre à un moment donné la formation. Et donc, la formation engendre, on va dire, la qualité. Alors, ensuite, on a un autre chiffre. 3% des chaussures dans le monde sont produites en Afrique. Alors, vous baissez la tête, parce que votre ambition, justement, c'est de relever ce niveau-là. Alors, comment on fait, Jean Awa, pour quand même booster ce chiffre? Mais d'abord, c'est une volonté politique. Toujours, vous êtes d'accord? Non seulement c'est aussi une volonté personnelle, et puis aussi une vision. Parce que dans tous les cas, on doit commencer. Parce que lorsqu'on voit, on se dit que, par exemple, que le concurrent, c'est l'Asie qui existe déjà, qui occupe ce marché. Mais il arrive maintenant que de jeunes Ivoiriens s'intéressent et entrent dans le secteur. Alors, devons-nous être inquiets parce que déjà, il y a un concurrent sur le marché? Pas du tout. C'est maintenant que nous entrons dans le marché. C'est maintenant que nous proposons des produits dans le marché. Et si, à 100%, l'Asie ratisse, que nous prenons 1% de ce marché, c'est que nous venons dans ce marché. Angelo Beauté, aujourd'hui, quels sont les véritables défis auxquels les fabricants locaux de chaussures sont confrontés? Parler de véritables défis, c'est toucher, façon de parler, à toute la chaîne. Hein. On a vu dans le reportage, on a des produits. La maroquinerie, c'est 98% des intrants qui sont importés. J'ai pour habitude, quand je me ris, je dis, la Côte d'Ivoire ne produit que la colle et les pointes. Donc, imaginez tout le reste. Alors que tout le reste, si tu importes 98%, le premier défi, c'est comment est-ce que toi, tu t'assures de la disponibilité du matériau, du matériel. Ouais. Voilà le premier défi. Ce qui va nécessiter quoi? L'implantation de tanneries. Sur place. Voilà, sur place. Est-ce que vous avez quand même accès aux matières premières que vous cherchez, aux intrants que vous cherchez? Oui, mais elles sont rares. L'élément qui est passé tout à l'heure, il est assez explicatif. Hein. C'est dire quoi? Dans ce qu'on fait, on use de stratégie parce qu'on n'a pas l'assurance de pouvoir produire 10 mêmes chaussures. Donc, on travaille sur l'unicité de ce qu'on produit. On dit simplement, voilà, c'est des coupes uniques. Mais c'est quoi une coupe unique? C'est une coupe qu'on aurait pu dupliquer. Mais si tu n'as pas la matière pour dupliquer la même coupe, il faut une certaine stratégie derrière pour faire comprendre l'unicité de la paire au client. Donc, en termes de défi, déjà, c'est ça. La matière première qui est totalement importée. Donc, quand tu as déjà un souci en termes d'approvisionnement, tu as un souci en termes de main-d'œuvre, mais après, ta quantité devient un souci. Oui, Jean, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir parce qu'au départ, j'ai parlé de volonté politique. Lorsqu'on prend l'Asie, c'est tout un process. Parce qu'ils ont la formation, ils ont les hommes, ils ont les équipements, ils ont tout ce qu'il faut pour une production de masse. Et là, il faut aller en amont. Si on veut développer ce secteur, il va falloir que nos centres ici, nos centres de formation, nos centres techniques soient intégrés par les métiers de cuir. Et si nous sommes 30 millions d'habitants et que nous portons des chaussures tout le temps, mais il est anormal qu'il n'y ait pas de centre pour... On aura le temps de creuser le point relatif à la formation, mais dans les défis, on a parlé également des machines. Et vous en avez, vous, dans vos ateliers, quelques machines. Alors, vous les importez d'où déjà? Je les ai importées de l'Europe, mais il y a une partie qui peut quand même être importée en Asie aussi. Oui. Mais sinon, majoritairement, c'est de l'Europe que sont importées toutes ces machines. Alors, est-ce que le système bancaire aujourd'hui croit suffisamment à ce secteur pour pouvoir accompagner des initiatives comme la vôtre? Avez-vous été accompagné par des banques? Non, je n'ai malheureusement pas été accompagné. Est-ce que vous avez au moins fait la démarche? Si, bien sûr, bien entendu, bien entendu. Alors, c'est quoi la réponse du banquier? Moi, je pense que généralement, les banquiers ne financent pas l'amorçage. L'amorçage, ça veut dire que c'est quand on commence vraiment son entreprise. Ils ne financent que le développement. Donc, quand on commence son entreprise, quand on installe et tout ça, on n'est pas beaucoup accompagné. Alors, à quel moment est-ce que vous pensez pouvoir convaincre le banquier quand vous aurez déjà un historique dans leur compte?
Pas forcément. Quand on est dans la phase de développement, justement, quand on peut intéresser le banquier, parce que le banquier, il faut l'intéresser, le banquier est frileux. Donc, quand on peut lui donner des garanties que son investissement sera remboursé, c'est seulement à ce moment-là qu'on les voit venir. Est-ce que l'un d'entre vous déjà a eu recours à des financements par le secteur bancaire? Moi pas. J'ai fait une demande, mais qui n'a pas abouti parce qu'il y avait des conditions à remplir. Je crois que je ne les remplissais pas parce que la banque toujours conditionne. Bien que vous mettez de l'argent dans votre compte auprès de cette banque, tout est conditionné. Mais je pense que les banquiers doivent avoir une autre vision de développement de secteur. Je pense que certaines choses sont en train de se faire parce qu'il y a des fonds ici et là dans les banques. Et je pense qu'il va falloir y aller pour voir si possible d'avoir des prêts. Pourquoi aujourd'hui la plupart des acteurs locaux restent dans l'informel et n'osent pas se lancer dans le formel? D'accord. Donc 4 ans en arrière, j'aborde comme ça une microfinance et puis je leur soumets mon désir d'un financement. La dame qui me reçoit, elle me demande ce que je fais. Je dis non, je suis cordonnier. Alors la dame me regarde comme ça. Elle dit quoi, cordonnier? Je dis oui. Elle dit cordonnier, puis elle fait comme ça. Là. Je dis oui, madame. Et puis la dame qui va me regarder, qui va me dire, elle me dit, je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on pourra être avec vous. Quand je suis sorti, moi, j'ai ri. J'ai ri pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà comment est-ce qu'on perçoit le cordonnier. On est tous d'accord qu'il n'y a pas de saut métier. On le clame tous. Mais dans la conception, dans l'effectivité des choses, voilà un peu comment est-ce que ces personnes-là sont vues. Alors, la question de l'informel au formel, ben c'est simple. Tout à l'heure, dans les coulisses, le président vous a dit, si tu passes de 300 000 d'impôts à 3 millions d'impôts, allons-y comprendre quelque chose. Et là, je ne pense même pas que c'est un impôt sur le chiffre d'affaires. Et tes bénéfices sont de combien? Pour que tu enlèves 3 millions, bon oui, pour donner à l'État, c'est la part de l'État. Mais qu'est-ce que l'État t'a donné? Moi, je suis resté à l'informel pendant 6 ans. 6 ans, pourquoi? La première des choses, je vais être vrai, la peur de l'imposition. Je ne savais même pas ce que c'était, mais j'avais entièrement et totalement peur. La peur de l'inconnu. Sous prétexte que l'État va me prendre une grande partie du peu que je gagne. C'est énorme, ça. Il faut davantage de travail en ce qui concerne la communication. Ah non, mais je le dis franchement. Voilà mon président qui est là, je dis. Il m'a tiré les oreilles plusieurs fois. Je dis, mais si. Alors, concrètement, donc, ce qui empêche de passer de l'informel au formel, c'est parfois la crainte qu'on ait des taux d'imposition élevés. Mais moi, je dirais aussi que c'est la peur de la bureaucratie. Parce qu'au-delà, parce que ces personnes qui sont souvent dans l'informel, dès qu'ils ont besoin d'une information, ils font face à un mur bureaucratique. Et le mur bureaucratique, c'est une perte de temps. Et généralement, on n'a pas envie de perdre du temps quand on est entrepreneur. Alors, donc il y a beaucoup de travail quand même. Alors, autre question, on a vu quand même l'installation de grands groupes comme Gémeaux qui s'installent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela indique sur le marché de la chaussure en Côte d'Ivoire? Mais le marché est libre, le marché est libéralisé. Les gens font entrer tout ce qu'ils veulent. Est-ce que cela est un souci? Mais non. Parce que si nous n'arrivons pas à produire et que nous sommes l'éternel consommateur, mais c'est normal que les produits entrent. Sinon, moi, le problème, c'est que faisons-nous? Parce que quand on regarde un peu l'importation, sinon de produits manufacturés en Afrique, nous sommes autour de 260 milliards de dollars de produits manufacturés qui entrent en Afrique. Ce qu'on pouvait faire même avec cet argent en transformant ici. Imaginez-vous, 260 milliards de dollars. Ça montre qu'il y a quand même du potentiel en matière de clientèle, un potentiel que vous devriez pouvoir capter. Vous voulez réagir sur ça? Parce que Gémeaux s'installe, il y a du potentiel. Comment est-ce que vous interprétez la présence de ce géant? Oui, moi, la présence de ce géant, je l'interprète par la vivacité du marché. Parce que sans cette vivacité, il ne se serait pas imposé, enfin, en tout cas intéressé à ce marché. Mais comme le président le disait, ce n'est pas le moment d'avoir peur. S'ils sont là, il y a quand même des talents en Côte d'Ivoire. Moi, je tiens à dire que même quand on est dans les formels, on a du talent, on a énormément de talent en Côte d'Ivoire, donc on a la possibilité de faire face à cette concurrence qui arrive. Est-ce que ça vous intéresse de passer à cette production de masse?
à un moment donné? Ça n'intéresserait pas qui de Grandi. Si, bien sûr, ça m'intéresse. Seulement, le truc, c'est que je veux toujours garder le luxe du fait main. Ça, je ne veux pas perdre. Donc ça va se faire comment? Plus de personnes qui travaillent? Plus de personnes qui travaillent avec un peu plus de machines. Qu'est-ce qu'il faut en ce moment pour booster la formation, concrètement? L'artisanat est une vertu sociale où tout le monde y entre. Il y a eu des maîtres artisans qui nous ont formés sur le tas. Il y a des talents, il y a des compétences qu'il faut valoriser. Donc, je pense qu'il faut mettre en avant les acteurs que nous sommes, créer des centres d'apprentissage. J'ai commencé seul, mais aujourd'hui, j'ai une équipe qui avoisine autour de 20 à 25 personnes qui ont tous été formés par moi. Et je vous dis, c'est des ouvriers qualifiés. Alors, nous venons d'en parler ensemble. Il existe des fabricants de chaussures made in Côte d'Ivoire. Il existe aussi des fabricants de produits de maroquinerie en tout genre made in Côte d'Ivoire. C'est le cas de l'entrepreneur Jean Awa à présent sur ce plateau, dont le rêve est de créer une véritable industrie du cuir dans le pays et plus largement sur le continent. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. À ce jour, l'Afrique compte pour moins de 4% des exportations mondiales de cuir et de produits du cuir. Je vous propose de découvrir Jean Awa, le roi de la maroquinerie, un reportage de Marc Kouo et Gisela Mendonça. Des gestes méticuleux, un sens poussé du détail. Rien ne prédestinait pourtant Jean Awa à devenir l'un des maroquiniers les plus réputés de Côte d'Ivoire. En 1995, il abandonne une voie toute tracée dans la comptabilité pour se lancer dans la fabrication de sacs, chaussures, ceintures et autres produits de maroquinerie. Avec seulement 15 000 francs CFA en poche, il ouvre son enseigne. Un pari risqué car le secteur est dominé par les produits importés, principalement d'Asie. Rien qui n'entache la détermination de cet entrepreneur, bien décidé à imposer sa maroquinerie 100% made in Côte d'Ivoire. Ce jour-là, dans son atelier, Jean Awa débute la fabrication d'un sac. Tout commence par la découpe du patron. Donne-moi la plaque avec les emporte-pièces là. Le début d'un long processus. Ce sac peut nécessiter autour de 80 opérations. C'est-à-dire la découpe, la finition, les points de marquage, les points de fixation. Cette étape consiste à fixer des points où seront posés le fermoir et les poignées du sac. Tout est fait à la main. Vient ensuite une étape importante, le piquage. Réalisé cette fois à la machine, cela permet de le rendre résistant au temps et à l'usure. Ce n'est qu'au bout de 4 heures que le sac commence à prendre sa forme définitive. Un travail d'orfèvre. Les finitions définissent la qualité du travail. Quand les produits viennent de l'extérieur, c'est des produits finis. Et si nous voulons avoir une concurrence avec ces produits-là, si nous voulons vendre, si nous voulons que nos produits soient acceptés d'abord par nos compatriotes et nous imposer, eh bien, il faut qu'on fasse mieux. Pour rivaliser avec les produits importés d'Asie ou d'Europe, chaque détail compte. Le moindre fil qui dépasse est passé à la flamme. Le patron vérifie aussi la résistance du produit. Alors maintenant, on va tester notre sac pour voir si il peut contenir. Voilà. Là, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Une sacoche en simili-cuir chargée au maximum. Moyennant 22 000 francs CFA, son propriétaire la récupérera dans quelques jours. Sac, mais aussi chaussures ou encore ceintures. 2000 articles sortent de ses ateliers par mois. Tous fabriqués à la main par une vingtaine d'artisans, essentiellement des hommes recrutés sur le marché informel que le patron a dû former par la suite. Et pourtant, le chef d'entreprise est lui-même un autodidacte. Je ne pouvais pas aller en Europe parce que les moyens étaient limités. Je préférais aller d'atelier en atelier, apprendre les secrets de fabrication de chaussures. Donc je vais dans tel atelier, je fais 3 semaines, je vais en zone industrielle où je fais 3 mois sans salaire, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le secret de fabrication que je n'avais pas. Des années de travail et de sacrifices qui finissent par payer. En 2014, au sommet de son art, Jean Awa est sacré meilleur artisan de Côte d'Ivoire. L'entrepreneur aimerait aller plus haut et inonder le marché de ses produits. Mais il est freiné par un défi majeur, l'absence d'une industrie dans le secteur. Aujourd'hui, si nous voulons
qu'on passe à l'industrialisation, c'est parce qu'il y a un besoin. Nous sommes, comme j'ai dit, des millions de personnes en Côte d'Ivoire à porter des chaussures, mais nous ne transformons pas. Alors c'est un défi. Si nous voulons approvisionner notre pays à ce que les gens chaussent en chaussures et se portent des objets en maroquinerie, je pense que l'industrialisation est un passage obligé. Pour l'instant, l'atelier est loin d'être à la pointe de la technologie. Acquérir des machines plus performantes nécessiterait un investissement de près de 100 millions de francs CFA. Alors, il faut sans cesse conquérir de nouveaux clients. Et pour cela, Kona Maroquinerie a une carte maîtresse, Madame Hadji. Nous avons rendez-vous ce matin. Je peux venir? Comme tous les matins, elle part en rendez-vous chez de potentiels clients. Direction la zone industrielle de Yopougon. Monsieur Dango, bonjour. Je peux m'asseoir? Merci. Le prospect du jour est un géant ivoirien du BTP. Là, c'est le catalogue que nous avons, qui reprend un tout petit peu les articles que nous produisons. La commerciale le sait, si ce rendez-vous est concluant, c'est une grosse commande à la clé. Alors, pour achever de convaincre le responsable marketing, elle dégaine son argument fétiche, la touche 100% made in Côte d'Ivoire. Et là, ce sont des porte-cartes de visite qui sont également accessoirisées avec du pagne. Et là, vous avez les étuis à carte de visite. Voilà. Qui peuvent être accessoirisés avec n'importe quel genre de pagne. Pour marquer la différence avec ce qui est fait ailleurs, il faut bien accessoiriser nos produits. Donc, si vous voulez, les accessoires sont apportés en fonction de la demande du client. Si le client veut quelque chose qui est produit ailleurs, on lui reproduit ce qui est fait ailleurs. Mais s'il a besoin d'avoir quelque chose qui est différent de ce qui est fait ailleurs, bien on apporte, nous, ce qui est fait ici chez nous en Côte d'Ivoire. Cette entreprise, comme la plupart des autres prospects de Mme Hadji, se fournissait jusque-là en Asie. L'une des raisons, les maroquiniers en Côte d'Ivoire, évoluant pour la plupart dans l'informel, ont une réputation peu reluisante. Retard de livraison, mauvaise qualité des produits, de quoi freiner les ardeurs des consommateurs. Si ce que nous propose allie qualité et prix, et donc elle est compétitive, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas traiter avec elle. Parce que bon, ça ne sert à rien d'aller à l'extérieur chercher mieux alors qu'on peut trouver localement. Rassurer la clientèle afin de la fidéliser, un impératif. Grâce à ces stratégies B2B, Kona Maroquinerie a réussi à accroître sa clientèle de 25% en 2 ans. Elle est composée aujourd'hui à 90% d'entreprises. Des entreprises qui commandent plusieurs milliers de pièces et attendent d'être livrées en temps et en heure. Alors, la machine ne doit souffrir d'aucune improvisation. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et voir ce qu'on doit faire cette semaine en cours. Ce matin, Jean Awa, le patron, convoque une importante réunion. À l'ordre du jour, un point stratégique, le calendrier des livraisons. Donc pour cette semaine, je voudrais vous faire un point, puisque je les ai préparés de ce qui sera prévu. Vous allez me donner les dates de livraison éventuelles pour que je puisse informer le client. Certaines ont été effectuées avec du retard. Une erreur qui peut entacher la réputation de la marque et même faire perdre des clients. Alors, le patron veille au grain. On ne dit pas qu'on est parfait à 100%, non, loin de nous cette idée, mais cela nous amène à corriger certaines erreurs, à dire ici qu'on a mal fait, la semaine dernière on a mal fait, il faut que la semaine qui suit on fasse mieux. On ne peut pas toujours rester dans l'informel. Il ne s'agit plus de cela, il s'agit maintenant de grandir, de voir les choses autrement. Passer du statut de petit artisan de l'informel à celui d'entreprise crédible, c'est toute l'histoire de Jean Awa. À côté de la gestion quotidienne, il y a un autre point clé dans la réussite de ce business, la matière première. Ce jour-là, le chef d'entreprise s'enfonce dans les ruelles du marché de Treichville à la recherche du cuir, l'une des matières qu'il utilise dans la fabrication de ses produits. Premier arrêt, cette petite échoppe où la quête va s'avérer plus difficile que prévu. Alors ici, nous avons du cuir, mais malheureusement le cuir n'est pas bien rangé. Le cuir est dessus, dessous, et là il perd complètement de sa qualité. Trouver le bon cuir, un casse-tête quotidien pour Jean Awa. Ici, nous nous approvisionnons avec nos fournisseurs qui importent le cuir.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de tannerie qui produit du cuir fini. Donc on s'approvisionne auprès des fournisseurs qui nous apportent du cuir. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Ce n'est pas du cuir de premier choix, c'est du cuir de second choix. Ce cuir de second choix est importé d'Europe par des revendeurs qui cherchent des prix bas. La Côte d'Ivoire, quant à elle, ne dispose d'aucune industrie pour produire localement du cuir. Conséquence, difficile de trouver du cuir de qualité. Jean Awa poursuit sa quête, tant bien que mal. Alors là, voilà, on est dans la caverne cuir d'Ali Baba. Ce cuir est à base de peau de bêtes, bœuf, chèvre et même crocodile, des animaux qu'on trouve par milliers sur le territoire ivoirien. Et pourtant, toutes ces matières sont importées. C'est le grand paradoxe pour les acteurs de ce secteur en Côte d'Ivoire. On a un abattoir et des centaines de bêtes sont tuées par jour. Mais malheureusement, les peaux ne sont pas traitées. Et si les peaux ne sont pas traitées, donc nous n'aurons pas de cuir. Il faut qu'on puisse nous-mêmes produire notre cuir parce qu'on ne va pas toujours attendre que le cuir vienne de l'extérieur. Car pour l'artisan, ce cuir importé de second choix a en plus un coût élevé. C'est l'heure de passer en caisse. Ça fait 9,46 kg. 9,46 Ouais, 94 600. Près de 100 000 francs CFA d'achat de matières premières, à peine de quoi fabriquer quelques articles. Des coûts élevés qui sont répercutés dans le prix de vente de l'article. Un sac Gona maroquinerie en cuir coûte entre 55 et 300 000 francs CFA. La matière première représente 80% du prix de vente. Les produits 100% cuir sont donc des articles de luxe prisés par des clients aisés. Pour concevoir les 90% restants de ces articles, Jean Awa fait le choix d'une toute autre matière, le simili-cuir. C'est le cas pour ces carnets en fabrication ce jour-là. Un matériau en plastique conçu à l'origine pour reconstituer l'apparence du cuir. Moins cher, il permet à l'entrepreneur de produire en masse, à petit prix, pour des entreprises qui lui demandent de gros volumes. Ces articles de bureau ont été commandés par une importante banque ivoirienne. Le patron a décidé de s'occuper lui-même de la livraison au siège de la banque dans le quartier du Plateau. C'est l'heure du verdict. Les finitions sont bonnes, les coutures sont excellentes. On va peut-être juste renforcer un peu plus le jaune. Sinon, à part ça, super. Des entreprises comme Louis Vuitton ou comme Hermès n'ont pas été toujours de grosses entreprises. Elles ont forcément commencé dans une petite pièce et ont grossi progressivement. Et donc nous serions heureux, nous, demain, de constater qu'on a contribué à permettre à un entrepreneur ivoirien de devenir un leader africain et pourquoi pas mondial. Et c'est là le rêve de Jean Awa. Faire de Gona maroquinerie une maison incontournable en Côte d'Ivoire et sur tout le continent. Pour l'instant, l'entrepreneur ne dispose pas d'un réseau de boutiques pour distribuer ses produits et toucher plus de clients. Mais ça, c'est un autre défi pour notre infatigable maroquinier. Nous sommes de retour sur ce plateau et on est quand même heureux d'avoir Jean Awa en personne sur ce plateau. J'ai une question. Que vous a inspiré ce reportage? Mais bien sûr, je ne vous pose pas cette question à vous, mais à Angelo Beauté. Pour être direct, je dis, écoute, Angelo, c'est la prochaine étape. Voilà, c'est la prochaine étape. Je ne dirai pas plus. Je le regardais avec tellement de fierté. J'ai vu Wens, j'ai vu Jean. Je dis, Angelo, c'est la prochaine étape. Ouais. Voilà, Nina Cole. Je regardais ce reportage avec beaucoup de fierté. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire et que j'ai voulu m'installer, la première personne qui m'a aidée, qui a permis que mon projet devienne ce qu'il a aujourd'hui, c'est le président Jean Awa. Donc, je dis respect. Est-ce que vous avez quand même rencontré des difficultés à vous lancer? Est-ce que ça a été dur de vous lancer dans ce métier de la maroquinerie? Oui, parce que quand on commence avec 15 000 francs CFA, c'est un défi. Et puis, je ne suis pas venu à ce métier par amour. Le métier s'est ouvert à moi. Vous savez, quand un client, je prends par exemple cette anecdote, le client qui me voit à une émission de télé,
et qui vient, qui me dit, monsieur Awa, je vous ai vu à la télé, j'aimerais que vous me confectionniez un sac. C'était une housse qu'il avait achetée depuis longtemps, qui était maintenant partiellement usée. Alors, je regarde l'article, et je lui dis, monsieur, mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas à faire cela. Et le monsieur reprend, je sais que vous pouvez le faire. Du coup, je dis, mais tiens, le monsieur, il faut que je me débarrasse de lui. Alors, il me demande, mais à combien est-ce que vous pouvez me faire ce sac-là? Je réfléchis, je dis, bon, je vais lui donner un gros montant, comme ça, il prendra son sac et il partira. Je lui dis 150 000 francs le sac. Il me regarde et il me sort un acompte de 140 000 francs. Il ne reste plus que 10 000. Il ne reste plus que 10 000. Pour le solde. Alors, je venais de me faire piéger. Ouais. Et du coup, comme j'ai dit, le client forme. J'avais obligation et devoir de réaliser ce sac. C'est vraiment très inspirant. Mais est-ce que vous avez quand même été exposé à des regards méprisants au départ, ou ne serait-ce que des regards surpris au départ, des gens qui découvrent que c'est votre métier? Effectivement, j'ai eu des regards. Parce que quitter de la comptabilité, travaillant, rendre sa démission pendant qu'on travaille et se lancer dans ce secteur, on va dire, mais c'est une folie. Mais toute une question de vision. Et depuis que je me suis lancé dans cette histoire, dans cette aventure, mais je me suis toujours senti riche. Riche en idées, riche en motivation. Aujourd'hui, je peux dire que le métier m'a tout apporté. Oui. Et une autre question, et ça c'est important, moi la première fois où je vous rencontre, c'est pas en personne, mais c'est à travers votre catalogue. C'est un catalogue de très haute qualité, donc on sent une noblesse. Donc comment on arrive aujourd'hui à imposer cette image de marque à partir d'un métier pour lequel on peut être méprisé, à imposer ce sens de noblesse et à le rattacher à ce métier? Comment vous y arrivez? Non mais c'est simple, parce que j'ai affaire à une clientèle. Exigeante. Et quand je vous vois, bien habillé, bien coiffé, bien vêtu, je dis, mais tiens, je ne veux pas le filer un article qui ne reflète pas la personnalité. Et puis, comme je disais tantôt, l'Ivoirien a la culture du beau parce qu'on est habitué aux belles choses depuis très fort longtemps. Alors, si nous voulons concurrencer ce qui arrive, eh bien, faisons du beau. Angelo Beauté, on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'un des arguments de vente de Gona, eh bien, c'était le Made in Côte d'Ivoire. Concrètement, est-ce que, pour vous, le Made in Côte d'Ivoire, c'est un atout ou un frein? En fait, ce n'est pas un atout, c'est l'atout. Je me suis un jour posé la question, je dis, Angelo, imagine que des pirates dans 2 milliards d'années retrouvent une chaussure qui est sortie de chez toi au fond de l'eau, ils ont fait leur recherche, et puis quand on soulève la chaussure, on cherche sa provenance, on ne la trouve pas. On ne trouve pas ta mémoire, on ne trouve pas ta marque. Comment tu vas te sentir? Je dis, waouh, non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas. Et j'ai commencé à dire non, non. Et la première grosse difficulté, c'était est-ce qu'il faut oser le Made in Côte d'Ivoire? Pourquoi je dis c'est l'atout? C'est l'atout simplement parce que dans l'œuvre de la création, la première des choses, c'est la marque. Alors, ça vend le Made in Côte d'Ivoire, Jean Awa? Il faut l'imposer. Parce que moi, j'ai pris conscience du Made in Côte d'Ivoire lorsque cette banque m'a imposé le Made in Côte d'Ivoire sur l'article. Jusqu'à ce jour, je n'avais pas compris l'expression Made in Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la provenance de d'où ça vient. C'est ça. Vous voulez réagir sur le Made in Côte d'Ivoire? Oui, je veux réagir sur le Made in Côte d'Ivoire par rapport à mon histoire personnelle. Parce que moi, je n'ai pas eu, à un moment donné, fait le choix du Made in Côte d'Ivoire. Il s'est imposé à moi. Expliquez-nous. Parce que, vivant à l'étranger, à chaque fois que j'étais en concurrence avec d'autres maroquiniers, mon identité africaine revenait à chaque moment. Wow. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose que du Made in Côte d'Ivoire. Parce que je devais me démarquer à un moment donné, je devais transmettre mon identité à un moment donné. Donc, c'est l'Europe qui m'a imposé, je peux dire, ce Made in Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi le niveau d'exigence de vos clients? C'est surtout des clients B2B, vous vendez beaucoup à des entreprises. C'est quoi leur niveau d'exigence quand on sait qu'ils ont pris l'habitude d'importer ces produits-là de l'étranger? Alors, c'est la petite histoire qu'une autre banque me passe une commande de 500 pots à stylo, des pots décoratifs. On livre les pots. Quelques minutes après, la banque nous rappelle pour nous féliciter. C'est-à-dire, on nous félicite parce que le travail venant de Côte d'Ivoire quand même était assez acceptable. Et nous sommes très heureux. Et quelques heures après, on me rappelle pour m'engueuler. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on a posé le logo de cette banque-là, eh bien,
sur une pièce, le logo était renversé. On a bien vu, mais on l'a mis de côté. Mais dans l'emballage, quelqu'un d'autre l'a remis. Alors, 501 pots sont livrés à la banque. Devinez qui reçoit le seul pot? Le directeur général. Lorsque nous, artisans, avons des commandes importantes, on s'est dit, bon, comme c'est beaucoup, même s'il y a 150 questions dedans, que c'est mal fait, ce n'est pas grave, il ne verra pas. Mais dont nos clients sont rendus, ils payent chaque pièce. On ne doit pas se permettre de faire une seule faute. Pas du tout. Dans le cas de cette anecdote, la seule faute est arrivée sur la table vraiment du directeur général. Alors, parlons maintenant de la chaîne de production. On vous a vu tout à l'heure à Treichville, à la recherche de matières premières. Vous cherchez notamment du cuir. Ce cuir est fait à base de peau. Des bœufs, des chèvres, et même à l'occasion de crocodiles. Eh bien, ce sont des animaux que nous avons en Côte d'Ivoire par milliers, et pourtant, pas d'industrie de transformation. Au niveau de l'abattoir, avec ce que j'ai comme information, entre 300, 400 et 500 bêtes sont tuées par jour, rien qu'au niveau de l'abattoir de Port-Boué. Alors, quand on prend les autres abattoirs dans le district d'Abidjan, qu'on associe les abattoirs des autres villes, mais c'est des milliers de bêtes qui sont tuées par jour. Qu'en fait-on? D'accord? On mange, comme on le dit, on mange dans le couloir, c'est-à-dire dans le plat quali. Alors, on mange du cuir. On mange du cuir. On va comme regarder cette infographie, chers téléspectateurs, et vous aussi. 15% du bétail mondial serait en Afrique, un pourcentage qui a crû d'un quart cette dernière décennie, avec l'Éthiopie en tête. L'Afrique a aussi 25% de la population de moutons et de chèvres. Cependant, l'Afrique compte pour moins de 4% des exportations mondiales de cuir et de produits du cuir. Donc, on a un grand nombre d'animaux, mais on n'a pas eu la sensibilité business nécessaire pour pouvoir comprendre qu'on a une matière première pour laquelle on devrait installer des industries de tannerie. Bon. Le problème, il est où? Malheureusement, nous n'avons pas d'unité de tannerie de transformation qui fait du cuir. Le cuir, c'est la peau transformée en matière finie. C'est-à-dire le cuir, c'est la peau ferme, qui est souple et qui est adaptée à faire de nombreux articles. Et non seulement ça, c'est une denrée qui ne pourrit pas. Alors que la peau elle-même rentre très vite en putréfaction. Donc, c'est déjà ça. Alors, il faut que des unités de tannerie, parce que l'Afrique est le continent qui approvisionne en premier plan le monde entier en cuir. Ouais. Je ne dis pas en cuir, mais en peau. En peau. En peau et en peau semi-finie. Mais si nous avons des unités de transformation ici, non seulement on garderait ici à transformer les articles avec, et mieux, on exporterait du cuir fini. Je voudrais réagir sur les tanneries. Moi, je pense que la question des tanneries est un débat qui n'a pas lieu d'être. Parce que l'Europe se débarrasse de ces tanneries. Parce que ce n'est pas écologique. Il ne faut pas oublier le fait que les tanneries sont productrices de déchets. Donc, plutôt que de penser, pour moi, à mon sens, d'installer des tanneries, c'est de faciliter l'importation des pays, des produits déjà finis. Parce que les taxes et l'importation sont compliquées. Et donc, du coup, ça fait que le produit qui entre en Côte d'Ivoire est cher. Vous êtes une industrielle. Ça coûterait cher d'installer une tannerie, déjà, première question? Non, ça ne coûte pas cher. Donc, moi, je serais plutôt pour l'installation des tanneries, mais des tanneries à valeur écologique. Alors, concrètement, Angelo, est-ce que ça nous avance vraiment à quelque chose, en tout cas pour vous, d'avoir des tanneries localement? Ce serait un avantage, je dirais, concurrentiel. Il nous rendrait plus compétitifs. On a la matière. Moi, je dis notre préoccupation, si on veut produire 1000 pièces identiques, il nous faut 1000 pots, bon, je vais dire la quantité, mais je vais dire en pots identiques. Quand on pense maroquinerie, bien sûr, on a de très belles enseignes en tête, on a des Hermès et Louis Vuitton. Un Louis Vuitton africain, Nina Cole? Oui. Ou ivoirien? Oui, ivoirien, et moi je pense que c'est l'un de mes combats. J'ai la conviction qu'on peut faire du Louis Vuitton ivoirien. Et justement, moi, enfin, à titre personnel pour mon entreprise, l'idée pour moi, c'est de permettre le Made in Côte d'Ivoire, mais à un niveau élevé. Donc oui, c'est possible. Angelo Beauté? Alors déjà, j'ai un souci quand on dit le Louis Vuitton à l'ivoirien, parce que je suis désolé, hein, j'aime pas ce genre, je partage pas ce genre, quand bien même je comprends.
j'aimerais plutôt qu'on me dise à moi un Angelo Beauté à l'ivoirien. Je me sens plus là-dedans. Voilà. En tout cas, on a envie de voir du Gona dans les grandes villes internationales, peut-être aussi à côté du Hermès, à côté du Louis Vuitton, parce qu'ils se sont imposés un peu avant vous. On a envie de voir du Angelo Beauté également dans les grandes capitales du monde, à côté des grandes marques mondiales. Et puis, on compte sur vous, sur votre fermeté, mais si également on compte sur la détermination des consommateurs locaux pour pousser et booster ces différents créateurs. Merci à vous, chers invités, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous disons également merci à nos fidèles téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI. Vous avez suivi ce programme avec la gamme 100% fruitée, sélection de Presea.